Le 11 février 2022, le président américain Joe Biden a signé un décret lui permettant de confisquer les actifs de la Banque centrale d'Afghanistan déposés aux États-Unis. En tout, ce sont 7 milliards de dollars, dont une bonne partie en or. Autant dire que cette décision est venue raviver la crainte permanente qu'éprouvent certains épargnants à l'égard d'une éventuelle confiscation de leur patrimoine, et en particulier de leur or. Est-ce que cela peut arriver aujourd'hui en France ou ailleurs? L'État peut-il confisquer votre or? C'est le sujet du nouvel épisode de Banco. Pourquoi la confiscation est-elle une préoccupation récurrente des détenteurs d'or? Régulièrement, le spectre d'une éventuelle confiscation par l'État revient hanter les discussions et les préoccupations des détenteurs d'or métal. Il faut dire que l'histoire n'est pas avare en exemples. Le plus connu d'entre eux reste bien évidemment la réquisition de 500 tonnes d'or appartenant aux citoyens américains de l'entre-deux-guerres et ordonnée par Franklin Roosevelt en 1933. Mais ailleurs aussi, d'autres gouvernements ont pu ordonner la confiscation de l'or des particuliers, que ce soit pour soutenir l'effort de guerre ou simplement relever l'économie du pays. En 1935, ce sont les Italiens qui ont été appelés à donner leurs bijoux en or au gouvernement de Mussolini. De l'autre côté de la planète, cette fois-ci, en 1959, c'est l'Australie qui publie une loi obligeant les citoyens à remettre leur or à la banque centrale du pays. Mais dans le même temps, en France, les autorités ont plusieurs fois essayé d'obliger les épargnants à se délester leur or, sans grand succès, il faut l'avouer. Quelle est la différence entre réquisition et spoliation? La première chose à bien comprendre dans ce cas de figure, c'est que les mots ont leur importance. Ce qui est vécu comme une confiscation par les épargnants, et donc comme un vol, est bien souvent ce qu'on appelle une réquisition, c'est-à-dire une récupération des métaux précieux contre le versement d'une indemnisation, généralement au prix du marché. Et c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis en 1933. Toute personne qui rapportait son or auprès des banques fédérales de réserve se voyait remettre en échange une somme équivalente à la valeur marchande du métal précieux, soit 20,67 $ l'once. Et c'est vrai que les complotistes de tout poil aimeraient bien nous convaincre que l'on vit tous dans une société totalitaire où nos droits ne sont qu'illusions, mais en réalité, il est totalement faux de croire qu'un État démocratique, quel qu'il soit, pourrait confisquer l'or de ses administrés sans contrepartie. Rappelez-moi ce qui a motivé la décision de Roosevelt en 1933. La décision du président américain de l'entre-deux-guerres ne doit rien au hasard et encore moins à une lubie personnelle. La réquisition de l'or répondait à une véritable nécessité liée au système monétaire de l'époque. Je vous explique un peu le contexte historique. En 1933, le système économique mondial est encore basé sur l'étalon or, ce qui signifie en clair que les monnaies reflètent la quantité et la valeur de l'or détenu par les États. Donc, théoriquement, aux États-Unis comme partout ailleurs dans le monde, les citoyens n'ont aucune raison de s'inquiéter quant à la valeur des billets qu'ils ont dans leur poche, puisque ces billets, ils correspondent à de l'or. Sauf que le krach boursier de Wall Street de 1929 est passé par là, plongeant le pays dans une longue période de récession économique, aussi appelée la Grande Dépression. Elle a littéralement appauvri toutes les couches de la société américaine jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que les Américains ont cette particularité de se retrouver toujours du côté de ceux qui gagnent de l'argent avec une bonne guerre, mais passons. Au début des années 30 donc, les citoyens de l'oncle Sam ont beau savoir que leurs dollars sont garantis par de l'or bien solide gardé dans les caisses de l'État, ils commencent quand même à se méfier. Et ils ont des raisons pour cela. 10 ans plus tôt, les Allemands ont eux aussi connu une crise sans précédent, laquelle a totalement détruit la valeur de la monnaie papier, au point qu'une brouette de billets suffisait à peine pour acheter un pain et que certains les utilisaient tout simplement pour allumer leur cheminée. Alors certes, la situation de 1933 n'est pas la même de l'autre côté de l'Atlantique, notamment parce que contrairement à l'Allemagne de 1923, il n'y a pas d'hyperinflation, voire vraiment pas d'inflation de manière générale. Mais la crise aidant, de plus en plus d'Américains se disent que ce genre de choses pourrait bien aussi arriver chez eux, et ils sont alors de plus en plus nombreux à vouloir échanger leurs billets verts contre de l'or bien concret. Le président Franklin Roosevelt sent alors que la situation prend un tour assez défavorable, et pour éviter que les réserves nationales en or disparaissent sous la demande croissante des citoyens, il prend une mesure radicale. À compter du 5 avril 1933, tout Américain détenant de l'or métal ou des certificats or est purement et simplement hors la loi. Ainsi, toutes les pièces d'or et les lingots en circulation doivent être remis à l'État avant le 1er mai, sous peine de 10 ans de prison et 10 000 $ d'amende en cas de refus. S'est-il déjà produit la même chose en France? Pas tout à fait, mais la première moitié du XXe siècle a quand même été marquée en France par quelques tentatives gouvernementales allant dans le sens d'une interdiction pour les particuliers de posséder de l'or. Par exemple, en 1936, le gouvernement du Front populaire s'est retrouvé confronté au même risque que ce qui s'était passé aux États-Unis 3 ans plus tôt. Face à une crise monétaire qui s'éternisait depuis quelques années, de plus en plus de Français viennent échanger leurs billets de banque contre de l'or au guichet de la Banque de France. Et pour éviter une hémorragie des réserves nationales en métaux précieux,
Léon Blum fait alors voter une loi exigeant que les particuliers détenteurs d'or se déclarent et donnent leur métal précieux, moyennant un rachat au prix du marché. Forcément, le timing était franchement mauvais, et non seulement le gouvernement a dû renoncer à sa mesure 6 mois plus tard, en raison du soulèvement général qu'elle avait causé, mais l'État a même été contraint de dédommager les quelques épargnants qui avaient accepté de se plier à la nouvelle loi. Autre exemple, toujours en France, dès l'annonce de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939, un décret-loi est venu fortement réglementer les opérations de change et le commerce de l'or. En octobre 1944, une ordonnance publiée par le gouvernement provisoire du général de Gaulle interdit aux particuliers la vente, le don et même le transport de l'or pour quelque motif que ce soit. 3 mois plus tard, les détenteurs d'or doivent se faire recenser auprès de l'Office d'échange et à la fin de l'année 1945, une loi autorise le gouvernement à réquisitionner l'or, les devises et les valeurs mobilières étrangères. Néanmoins, aucune de ces mesures n'a vraiment eu d'effet sur les Français. Non seulement les bas de laine lestés d'or et d'argent sont restés sagement cachés chez les particuliers, mais un véritable marché parallèle de l'or s'est mis en place, faisant passer le prix du Napoléon 275 francs en juin 1940 à 1400 francs en décembre de la même année. À la fin de la guerre, la pièce emblématique dépassait les 4000 francs et finit par atteindre les 6500 francs dans le courant de l'année 1946. Et aujourd'hui, la France ou un autre État de l'Union européenne peut-elle confisquer l'or de ses concitoyens? Concrètement, c'est juste pratiquement impossible. En effet, à part sur un territoire restreint, peuplé de quelques centaines d'âmes, une tribu, il est très difficile pour n'importe quel pouvoir central d'aller chercher l'or chez l'habitant manu militari. Alors imaginez qu'on essaye de faire cela à l'échelle d'un pays comme la France avec 67 millions d'habitants. Après, c'est vrai que l'État peut parfaitement décider de rendre la détention d'or illégale. Mais il ne peut toujours pas contraindre physiquement les individus à lui donner l'or qu'ils détiennent chez eux ou dans des coffres. L'État peut bien voter toutes les lois qu'il veut pour obliger les citoyens à ramener leur or au Trésor national, il y aura ceux qui accepteront et tous les autres. N'oublions pas qu'en 1933, si le Trésor américain a pu mettre la main sur les 500 tonnes d'or provenant des particuliers, cela représentait plus ou moins 22% de l'or en circulation dans le pays à l'époque. Ce qui signifie que 78% de l'or détenu par les particuliers n'a tout simplement jamais quitté les boîtes à biscuits ou les coffres-forts dans lesquels on les gardait bien au chaud. Et on ne parle même pas des moyens colossaux qu'il faudrait mettre en œuvre pour mener à bien une telle réquisition. Ne serait-ce que la masse monétaire à mobiliser pour racheter les quelques 3000 tonnes d'or qu'on estime être détenues par les particuliers français. Oui, j'ai bien parlé de 3000 tonnes, alors que le stock d'or de la Banque de France, qui est le 4e plus gros stock mondial, atteint péniblement les 2400 tonnes. Au taux actuel d'environ 60 000 € le kilo, on parle d'un budget avoisinant les 180 milliards d'euros. C'est-à-dire beaucoup plus que le montant total du déficit de l'État, lequel est déjà bien plus haut qu'il ne l'a jamais été dans l'histoire. Et encore, c'est une estimation basse, parce que plus l'or se fera rare dans les poches des Français, et plus sa valeur augmentera. Au final, l'État ne devra pas trouver 180 milliards pour acheter cet or, mais plutôt 250, 300, 500 milliards, on ne sait pas. J'ai lu que la confiscation d'or était inutile, c'est vrai? Eh bien oui. Et c'est sans doute la principale raison pour laquelle aucun État aujourd'hui ne va chercher à récupérer l'or des particuliers, même s'il en avait les moyens. Ça ne sert à rien, je m'explique. Il y a 90 ans, le dollar et toutes les autres devises étaient indexés sur l'or. Récupérer de l'or, c'était récupérer de la monnaie. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. La monnaie est désormais créée sans avoir besoin d'une contrepartie physique à laquelle l'adosser. En fait, les monnaies modernes ne sont plus que le reflet d'une dette consentie par un émetteur, qu'il soit l'État, la Banque centrale, etc., contre une promesse d'un remboursement. Ce sont les crédits accordés par les banques de détail qui génèrent de la monnaie sous forme de sommes virtuelles inscrites sur les comptes bancaires des emprunteurs. Alors oui, il y a bien des pièces et des billets qui circulent, mais ils ne représentent plus qu'une toute petite partie de la monnaie réellement émise, laquelle est très majoritairement scripturale, c'est-à-dire uniquement virtuelle et basée sur des jeux d'écriture comptable. Aujourd'hui, on estime qu'environ 185 milliards d'euros en pièces et en billets circulent sur le territoire français. Mais dans le même temps, la Banque de France a récemment évalué le montant de l'épargne financière des Français à 5 900 milliards d'euros, tandis que le patrimoine global s'élèverait à quasiment 12 000 milliards d'euros. Tout cela crée bien évidemment sans qu'il n'y ait plus aucun lien avec l'or ou une quelconque contrepartie physique. Quant à l'État, s'il a besoin de renflouer ses caisses, il a juste à émettre des emprunts. L'agence France Trésor, qui a pour mission de gérer la dette et la trésorerie de l'État, le fait chaque année. Et chaque année, tous les titres émis par cette agence sont achetés presque instantanément par de très grosses banques européennes spécialistes en valeurs du trésor, qui les revendront ensuite à de milliers de très gros clients avides de placements ultra sécurisés. Rien que pour 2022, ce sont ainsi 260 milliards d'euros qui seront collectés au profit de la France, sans rien offrir en retour que sa bonne réputation. Dans ces conditions,
pourquoi aller s'embêter à tenter de récupérer une petite partie de l'or des Français, avec en prime le risque de se mettre une grande partie de la population à dos? Et Veracage dans tout ça, en quoi ça me protège d'être client? Alors ce n'est pas parce que ce n'est pas physiquement réaliste, ni économiquement rentable, que l'État n'a malgré tout pas des vues sur l'or des Français, ou plus exactement sur la valeur que représente cet or. Le principal risque est fiscal, en raison des différentes taxes qui s'appliquent sur pas mal de transactions et qui viennent grignoter les éventuelles plus-values réalisées à l'occasion d'une vente par exemple. Rien n'interdit de penser que, dans une démarche politique populiste, les taxes sur les métaux précieux augmentent dans un but de rendre plus coûteuse leur cession et donc de dissuader les particuliers d'en détenir. En fait, les acheteurs d'or dits d'investissement savent que sa valeur est davantage dans le pouvoir d'achat qu'il leur offre que dans son taux de change. En effet, peu importe que son cours monte ou baisse, car cela revient à comparer un bien tangible à la valeur universellement reconnue contre des devises qui ne cessent de se dévaluer. Le détenteur sait que son achat est sur le long terme et que les politiques évoluent selon une temporalité bien plus rapide. En sa qualité de valeur refuge, l'or est justement destiné à préserver le capital sur des périodes plus ou moins longues afin de laisser passer les crises, les turbulences économiques et les revirements législatifs. D'ailleurs, après 22 ans de détention, la vente d'or est totalement exonérée d'impôts, quel que soit le montant. A noter aussi que l'or acheté et détenu par le biais de Veracage est totalement exonéré de TVA à l'achat. Le fait qu'il soit en outre conservé dans les ports francs de Genève est également un avantage indéniable sur ce point en particulier. Enfin, la particularité de Veracage réside dans la grande souplesse qu'elle offre à ses clients d'utiliser leur épargne en or à tout moment par l'intermédiaire de leur carte de paiement Mastercard qui est associée à leur compte. Cette carte rend leur métal d'investissement incroyablement liquide et permet littéralement d'aller acheter son pain avec de l'or dont la valeur est instantanément convertie en euros au moment du paiement. Et cette conversion ne donne pas lieu non plus à la moindre taxation puisque l'or acheté chez Veracage est, par défaut, constitué de jetons et de pièces ayant cours légal, lesquelles ne sont pas soumises à la taxe sur les plus-values en France pour toute transaction inférieure à 5 000 €. En clair, les clients de Veracage peuvent acheter autant d'or qu'ils le souhaitent et le dépenser à loisir, dans la limite des plafonds recommandés, sans aucune fiscalité et donc sans risque de souffrir d'une éventuelle tentative de spoliation de la part d'un État qui n'a que l'impôt pour tenter de récupérer la valeur de l'or des Français. Voilà, j'espère avoir définitivement apaisé vos craintes au sujet d'une éventuelle mais improbable confiscation de l'or des épargnants par l'État. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. À très vite.